Bonsoir, bienvenue dans ce dernier numéro, pourrait-on dire, de Talkback GP, un dernier numéro puisque bien évidemment, vous le savez, c'était la finale ce week-end à Barcelone, donc en remplacement du Grand Prix de Valence. On y reviendra parce qu'il y a eu énormément d'opérations de solidarité envers les victimes de la région de Valence. Alors, on a évidemment vécu le dénouement de cette saison MotoGP 2024 et pour revenir sur ce week-end de titre, puisque nous avons un champion du monde. Et quel champion du monde? Eh bien, j'ai toujours Michel Turcot pour m'accompagner ce soir. Bonsoir Michel. Salut Eric, salut Thomas. Salut. Et évidemment, Thomas Morcellino est là, puisque vous l'avez entendu, Michel l'a salué également. Salut Eric, salut Michel. Alors messieurs, vous êtes encore à Barcelone parce que on le sait, demain il y a les essais pré 2025, donc voilà pourquoi vous êtes restés à Barcelone. Mais évidemment, on va revenir sur ce week-end de consécration, une consécration et à tout honneur, eh bien on va commencer par le champion du monde, Jorge Martin. Donc Jorge Martin qui décroche son premier titre de champion du monde. Alors il n'y avait pas non plus beaucoup de suspense parce qu'il avait une avance assez confortable, Michel, mais on a vu quand même que le vendredi, ça avait été un petit peu compliqué pour Martin. On le sentait un petit peu plus, j'allais dire, fébrile que d'habitude. C'est exactement le feeling que vous aviez également dans le paddock de Barcelone, messieurs? Bah écoute Eric, oui, fébrile il était. Après on sait que, enfin voilà, c'est une des caractéristiques aussi de Jorge Martin, c'est un garçon hyper émotif, hyper nerveux. C'est quelque chose qui travaille pour s'améliorer. Il a beaucoup amélioré cette année, mais voilà, ça reste quand même sa personnalité. C'est un garçon sensible, émotif. Donc évidemment, être à deux doigts d'un titre qu'il quête depuis des années, forcément la situation elle est compliquée. Le dernier Grand Prix, tu l'as dit, donc a lieu à Barcelone, donc à Valence pour le drame que l'on connaît. Barcelone, c'est pas très très loin de Valence, mais c'est quand même pratiquement à 300 km au nord. Il a fait beau ce week-end, mais il faisait très froid. Donc ça veut dire rouler sur une piste qui, bon, déjà en temps normal est quand même qui a jamais de grippe, que ce soit au mois de juin quand il y a 40 degrés sur la piste, il n'y a pas de grippe, et quand il fait 10 degrés le matin, bah, il y en a encore moins, on va dire, hein, puisque de toute façon les chronos sont restés assez loin, enfin sont restés en deçà de ce qui avait été fait au mois de juin. Bref, tout ça pour dire que c'est des conditions hyper piégeuses. Michelin avait préparé le coup quand même avec une allocation pneumatique assez large, hein, puisqu'il y avait une option en plus à l'avant comme à l'arrière, donc pour pallier un petit peu à toutes les éventualités. Enfin bon, tout ça fait que, on va dire qu'il a roulé un peu, excusez-moi l'expression, mais un peu la crotte au cul, notre Emery. Après avoir claqué des bretelles, il roule la crotte au cul. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, bref, voilà, oui. Donc oui, effectivement, il était tendu tout le week-end, mais voilà, il a fait le job et il a même fait très très bien, quoi. Ouais, Thomas, il part de la deuxième ligne. Ça lui est pas arrivé souvent, hein, Jorge Martin. Hein, je crois, je me rappelle plus la statistique exacte, mais c'est une des rares fois où il est parti en deuxième ligne. Oui, c'est ça, parce que je crois que c'est la 7e fois hein, qu'il part au-delà de la première ligne. Donc oui, après, au 4e, ça va, c'est pas non plus la mort. Il s'est retrouvé juste derrière Pecco, donc il a aussi pu évaluer comment sortait Pecco de ce départ, des deux départs, du sprint et de la course. Alors, Eric, ouais, Eric, pour revenir sur la qualif, après Pecco a super bien joué le coup aussi. Il a tiré Marquez pour lui permettre de se mettre derrière. Donc après, on avait des pilotes, c'était hyper serré en termes de chrono pour les raisons dont on a parlé, c'est-à-dire une piste très glissante, beaucoup de pneus, donc chacun avait un peu trouvé quelque chose qui lui convenait pour aller faire un chrono, et c'était facile de perdre deux, trois positions sur une séance de qualif, surtout quand on roule avec un peu d'appréhension. Oui, puis comme l'avait dit Pecco, il avait besoin d'intercaler des pilotes entre lui et Martin pour éventuellement lui profiter pendant les courses. Alors, moi, ce que je voulais savoir, c'est par rapport à la course sprint, parce que globalement, si Martin remportait la course sprint, ou en tout cas il marquait 2 points de plus dans cette course sprint, il était d'ores et déjà champion le samedi. Est-ce que c'était une pression qui circulait dans le paddock et notamment chez Pramac entre vendredi et samedi, ou globalement ils sont pas focalisés absolument
sur la performance de la course sprint du samedi pour évacuer la pression et ne pas reporter l'attribution de titre au dimanche. Comment ils ont travaillé en ce sens? Eric, je pense que ça aurait été une erreur de se dire on va gagner le titre samedi. Il n'y avait aucun intérêt à prendre. Encore une fois, c'était des conditions très délicates. Il n'y avait aucune raison d'aller chercher, de prendre des risques. Il avait une avance de 24 points à gérer sur l'ensemble du week-end. Donc je pense que l'équipe s'est employée à le préparer à ça, à lui dire écoute, t'assures, tu fais 2 courses dans le paquet et t'es champion du monde. Donc tu vas pas chercher à les gagner et prendre le risque de te mettre par terre. Pecco était dans une situation inverse. Il fallait qu'il gagne. Donc, il n'avait pas à se poser de questions. Finalement, il avait pas de pression pour lui. C'était il fallait qu'il gagne et qu'il espère que soit que Martin fasse une erreur, soit que les pilotes s'intercalent. Mais mentalement, c'était quelque part plus simple pour Pecco que pour Martin. Ouais. Et Thomas, en plus, ce qui était aussi l'épée de Damoclès, c'est cette fameuse ligne droite de départ à Barcelone avec cette première chicane, entre guillemets, on peut l'appeler un peu comme ça, où souvent par le passé, on a vu des courses un petit peu décapitées et on se rappelle que Bastianini, c'est l'an dernier, hein, si je dis pas, ou il y a 2 ans, qui avait fait un strike. C'était ça aussi l'épée de Damoclès sur la tête de Martin. Oui, c'est sûr, c'était le risque. Il y a eu quand même pas mal d'épisodes à ce niveau-là dans ce premier virage. Après, c'est surtout le fait qu'il y a, en fait, comme tu disais, la ligne de départ, elle est très loin. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a les essais de départ parce c'est compliqué d'évaluer justement le point de freinage quand tu es si lancé que ça. Parce que je crois qu'il passe quasiment tous les rapports, sauf le dernier, sauf erreur. Donc d'ailleurs, on a vu Marquez qui a bien failli au premier virage, je crois que c'est au sprint, faire aussi encore quelque chose de très risqué. Mais bon, oui, c'est passé. Et bon, après, on connaît la suite, quoi. Ouais, puis au premier, je crois que c'est au départ de la course sprint, il y avait une KTM qui était quasiment dans les panneaux de repères de freinage, hein, tellement elle était à l'extérieur de la piste. Alors, bon, on va reparfaire le fil des 2 courses parce que on l'a dit, hein, Pecco, il avait qu'une obsession, c'était de gagner et puis voir ce qui allait se passer derrière et il a fait le job. Moi, ce que je voudrais avoir comme sentiment maintenant pour vous, messieurs, Martin, est-ce que ça fait un beau champion? Moi, je pense que oui. Et comment vous analysez sa saison? Voilà, je pense qu'il faut qu'on prenne un petit peu de hauteur sur ce dernier débrief. Martin, c'est un champion qui mérite son titre, bien évidemment, vous êtes d'accord avec moi? Oui, clairement. De toute façon, c'est lui qui a le plus de points à la fin, donc on peut refaire l'histoire, dire que Pecco a gagné en ce Grand Prix et que lui n'en a gagné que 3. C'est lui qui a mis les points. On lui a suffisamment reproché de vouloir gagner tout le temps et de faire des conneries pour aujourd'hui pas le féliciter d'avoir eu la tête sur les épaules et de pas en avoir fait et d'avoir plus de points que Pecco à la fin. Donc c'est deux pilotes qui aujourd'hui sont, je pense, quasiment au même niveau, avec des qualités et des défauts un petit peu différents. Ça fait 2 ans qu'ils se battent jusqu'au dernier Grand Prix pour le titre, qui dominent leurs adversaires, à quelques exceptions près. Hein. Marquez a fait une super saison aussi, Bastianini n'était pas très loin, mais globalement, derrière, il y a quand même un gap. Aussi, il y a Costa qui fait, on va pas faire le bilan de l'année de tous les pilotes, mais globalement, c'est clairement les 2 pilotes qui ont dominé, qui dominent depuis 2 ans. Pour moi, il mérite son titre. Alors après, il y aura toujours des gens qui vont dire oui, mais il a moins de victoires, oui, mais s'il n'y avait pas eu le samedi, oui, mais maintenant, ça fait 2 ans qu'il y a des courses sprint le samedi, on marque des points. Il faut savoir les utiliser aussi. C'est vrai aussi que hier, on a vu, il a un petit peu été aidé par Aleix Espargaro, qu'il a protégé tout au long de la course en retournant un peu les adversaires derrière pour éviter qu'ils se retrouvent dans une situation critique. Mais tout ça, ça fait aussi partie de la course. Je pense que si d'autres pilotes Ducati avaient pu aider, il y avait, ça s'est vu par le passé aussi. Hein. Il y a eu des courses, un petit peu de courses d'équipe, mais on savait, par exemple, on va pas revenir là-dessus, mais à Valence justement, je me rappelle plus l'année où c'est 2015 où Rossi est pénalisé suite à l'accrochage avec Marquez, où tous les pilotes italiens avaient dit, de toute façon, il part dernier, moi je m'écarterai, je laisserai passer, etc. Donc ça fait, comme tu le dis, Michel, ça fait partie de la course. Oui, en 90, Rossi est champion du monde en Australie parce qu'il a quand même été un peu aidé par Fausto Gresini et quelques autres. Donc ça fait partie du sport. Il y a des affinités. On préfère que ça soit son copain qu'un autre qui soit champion. Si on peut lui filer un coup de main en restant évidemment dans les règles, on va le faire. Là, chez Espargaro, il a essayé de prêter un peu main forte
Martin. Mais de toute façon, si Martin terminait 9e, il était aussi champion. Donc, oui. Ça fait voilà. Enfin, pour moi, ça fait un beau champion. Ça fait aussi. On parle de Martin, mais aussi on n'oublie pas que Martin, c'est le pilote d'une équipe indépendante. Type Pramac qui est champion, qui s'en va l'an prochain chez Yamaha, qui part aussi un peu fâché avec Ducati, même si on a vu des accolades entre Paolo Pilotti et Dall'Igna et Domenicali. Voilà, il a quand même très mal vécu le fait que Marquez dise que son team valait pas plus que celui de Gresini. Voilà, il s'est passé quand même pas mal de choses cette année qui font que le team Pramac s'en va. Pour l'histoire, c'est beau aussi que cette équipe soit championne. Pour moi aussi, c'est très beau pour Ducati. Tout le monde dit ouais, mais Ducati est champion du monde, ils ont encore une triple couronne et en plus, Dall'Igna a prouvé que il y avait une loyauté envers ses partenaires. Et Martin, sa moto n'est pas tombée en panne, on lui a pas filé un peu en mousse et voilà, il a pu se battre par médium avec Pecco jusqu'à la fin et ça c'est aussi à saluer. Non, mais c'est important de le souligner, mais on y reviendra un petit peu plus tard dans l'émission où on fera brièvement une petite notation des équipes et des constructeurs. Thomas, tu partages évidemment l'avis de Michel. Martin, champion et beau champion, hein. Oh oui, je partage absolument tout ce que Michel a dit. Après, oui, comme disait Michel également, c'est vrai que 11 victoires pour Bagnaia face à 3 pour Martin. Ok, c'est sûr, mais maintenant il y a les sprints depuis 2 ans. Et Martin, en course, on l'a dit en Malaisie, il a fait moins d'erreurs. Voilà, l'erreur peut-être qui aurait coûté le titre, qui a pu coûter le titre je pense, à Bagnaia, c'était justement sur ce même circuit à Barcelone, lors de la course sprint, où il mène la course et il perd doucement en chutant je sais plus, dans quelques tours de la fin, si ce n'est le dernier tour. Donc, il perd 12 points et aujourd'hui, il en manquait 10. Donc, voilà. Je pense que c'est une erreur. Lui, je parle pas des autres collisions qu'il y a pu y avoir avec les frères Marquez ou autres. Là, c'est vraiment une erreur de sa part et on peut dire que, parmi ces erreurs, il y a celle-ci qui aurait pu lui donner 12 points de plus. Tu voulais rajouter quelque chose, Michel? Non, c'est ça? Ouais, Eric. Alors, en fait, un mot sur Bagnaia, mais je trouve que c'est un peu. Oui, on va y venir, mais vas-y, commence. Ouais, je trouve que c'est un pilote qui a quand même beaucoup de classe. Parce que dans la défaite, non seulement il a félicité son adversaire, mais en plus, c'est vrai qu'il a manqué de réussite cette année aussi. Il y a, comme l'a dit Thomas, il y a eu des courses où il a pas mal de résultats blancs qui sont dus à des accrochages. Marquez au Portugal, Alex Marquez en Aragon, il y a eu Binder à Jerez en sprint. C'est des erreurs. Quand il les a évoquées, puisque en conférence de presse, on pose des questions là-dessus, quand il les a évoquées, il dit pas, il dit évidemment, j'ai pas eu de chance, mais il dit que ces situations, ces accrochages, il les impute pas à ses adversaires. Il s'en trouve aussi responsable dans le sens où il aurait pu les éviter. Et il le dit, c'est ce que je dois améliorer pour l'année prochaine. C'est-à-dire que je dois quand il s'accroche avec Alex Marquez à l'Aragon, il dit j'étais 4/10 au tour plus vite que lui. Je dis pourquoi je me suis précipité? Je pouvais attendre peut-être un endroit. J'ai vu l'opportunité, je me suis jeté dedans. Non, j'aurais dû patienter et passer un endroit en me disant là je risque rien. Il aurait dû anticiper le fait que l'autre pilote puisse se rabattre devant lui, l'accrocher. Donc voilà, c'est aussi des choses qui vont le faire progresser. Et voilà, c'est pour ça aussi. C'était vraiment un beau duel. Les deux pilotes se connaissent. Ils ont commencé à courir ensemble en Moto 3 chez Aspar. Ils ont beaucoup d'estime. Alors c'est vrai que des fois on trouve un peu que on aimerait qu'il y ait un peu plus de rivalité pour c'est un peu trop lisse, quoi. Un peu la coulisse, Eric, comme tu l'aimes. Mais globalement, moi je trouve que c'est une belle. C'est un beau duel et c'est une belle rivalité et je pense que cette rivalité entre ces deux pilotes, elle restera dans le sport comme celle qu'on a eue entre Raikkonen et Schwartz, entre Rossi Marquez, Rossi Biaggi. Enfin voilà, c'est des pages de l'histoire de la moto, quoi. Après Rossi Marquez, Rossi Biaggi, c'est sur d'autres créneau, on va dire, un autre segment. C'est vrai que Schwartz-René, il y avait cette connexion entre eux. Moi, je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire et je crois que c'est très important à souligner, c'est qu'il y a eu énormément de respect entre les deux. Je voudrais revenir aussi sur un point qui était très important et tu as eu raison de le souligner, c'est le fair play de Ducati, parce que ça aurait très bien, sachant qu'effectivement, comme tu l'as rappelé, Pramac partait, Ducati aurait très bien pu un petit peu mettre son grain de sel là-dedans et ça a été très fair play jusqu'au bout. Et ce qui est important aussi, et je sais pas ce que t'en penses, Thomas, c'est aussi
Pecco, il est déjà dans l'analyse et déjà dans la projection par rapport à 2025, ce qui est incroyable parce que la saison vient de se terminer 2 heures après, puisque c'est enfin peut-être pas, c'est 1 heure après votre conférence de presse quand vous avez les 3 premiers. Il est déjà dans la projection par rapport à 2025. Il sait qu'il y aura un sacré challenge puisque Marquez sera à ses côtés. C'est quand même déjà impressionnant qu'il soit déjà conditionné sur 2025 et je trouve que c'est un garçon qui est vraiment attachant. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Thomas, mais par rapport à tout ça, je trouve que c'est vraiment bien. Alors, comme le disait Michel, c'est vrai que des fois c'est un peu trop lisse, mais finalement ça n'empêche pas les beaux duels sur la piste. Bah oui, écoute, qu'est-ce que tu veux que je rajoute à tout ça? Oui, c'est un pilote. Que t'es d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord avec toi. Non, c'est sûr. Après, comme disait Michel aussi, c'est vrai que c'est la grande classe, que ce soit sur la piste, parce que si tu veux, moi, je reste assez admiratif de ce qu'il a fait sur les dernières courses, globalement, d'être le chasseur de Martin et de faire, malgré une erreur, notamment en Malaisie, de pouvoir faire abstraction et d'enchaîner après encore 2 victoires de suite en Malaisie et donc à Barcelone. Enfin, je veux dire, c'est un excellent pilote, c'est un très grand pilote, comme Martin l'est, et sur la piste comme en dehors, quoi. Voilà, si on peut résumer ça en quelques mots. Non, moi je trouve que cette saison elle a été vraiment exceptionnelle et comme tu le disais Michel, je suis entièrement d'accord avec toi. Les mauvais coucheurs diront oui mais il a gagné 11 Grands Prix, Pecco, il aurait dû être champion. Il s'était un petit peu engagé là-dessus pendant un moment, Pecco, en disant ouais il va peut-être falloir revoir le système d'attribution des points entre le Grand Prix et les sprints, etc. Et puis finalement il l'a vite balayé pour reconnaître aussi que c'était, comme tu viens de le dire, c'était sa responsabilité. Sa responsabilité. Il avait du travail à faire sur lui-même pour progresser, pour pouvoir aller chercher un autre titre. Et je pense que, quand je le disais tout à l'heure par rapport à Thomas, il se projette déjà sur 2025 où le challenge là sera beaucoup plus élevé avec Marquez à ses côtés. Ouais, Eric, il a expliqué aussi autre chose intéressant hier soir, Pecco, c'est qu'il a dit qu'il a en fait son début de saison était un petit peu laborieux et il a fait l'erreur d'insister avec une nouvelle fourche et nouveau brossillon qu'il avait à disposition pour essayer de les faire fonctionner. Et en fait, il s'est rendu compte à Jerez que ça marchait pas pour lui, donc il est revenu à la moto des tests hivernaux, aux éléments standards de cette moto, et tout de suite il a retrouvé de la compétitivité, enfin de la performance, et ça il regrettait un peu de ne pas avoir mieux cerné le potentiel et de sa machine à ce moment-là. On rappelle que cette année la grosse nouveauté ça a été finalement cette nouvelle génération de pneus Michelin, avec des nouveaux composants qui font que le grip du pneu arrière a fait un bond en avant, qui a permis d'améliorer les chronos partout, mais qui a aussi mis en difficulté pas mal de pilotes et d'équipes avant de trouver la bonne formule pour les faire fonctionner. Et Ducati a d'ailleurs, non seulement ils ont été les premiers, mais on peut dire qu'ils sont encore les seuls à tirer vraiment profit de ce pneu, parce que tous les autres sont en difficulté. Les Aprilia ont été en difficulté toute l'année, et les KTM aussi, et bon, on parle pas des constructeurs japonais. Mais voilà, il a cette capacité aussi d'analyse, tu le dis, il se projette, mais comme tous ces champions-là qui sont toujours dans la quête de s'améliorer, quoi. C'est un travail quotidien de vouloir être le meilleur, le plus fort, et quand on voit le niveau général du plateau MotoGP, c'est ce qui fait aussi la différence en fin d'année, quoi. Ouais. Et c'est vrai que sous ces airs tranquilles, décontractés, de petits garçons de bonne famille, c'est un tueur, Pecco, parce qu'il a cette capacité voilà, cette décontraction, il assimile la pression, et ça va être hyper intéressant d'ailleurs de voir comment il va se dépatouiller de Marquez l'année prochaine. Et ça va être, c'est vrai que moi je regrette, c'est dommage de voir Martin, enfin après on peut avoir des bonnes surprises, mais voir ce que donne l'Aprilia et ce que lui en fait. Mais c'est vrai que voilà, on sait que très bien que l'année prochaine, Martin, ça va être compliqué pour lui d'être encore à ce niveau-là. Et le duel risque d'être, sera certainement celui des 2 pilotes officiels Ducati. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage qu'on perde des acteurs, un acteur comme Martin dans la lutte pour le titre. Encore une fois, à moins d'une très bonne surprise. Mais pour revenir à Pecco, ça va être intéressant de voir comment lui il gère. Est-ce que cette rivalité avec Marquez, cette cohabitation va lui permettre d'encore progresser, d'être plus fort? Et si en tout cas, s'il bat Marquez à armes égales dans la même équipe,
voilà, ceux qui disent que c'est pas un beau champion, je pense que là, ils pourront redescendre un peu, quoi. Ouais. Et tu le disais, c'est un tueur, mais j'allais presque dire c'est un tueur monsieur propre un petit peu, parce que on l'a vu souvent par le passé. Tu faisais référence à Biaggi, tu faisais référence à Rossi. C'était des gens qui face à la caméra étaient très souriants, très gentils, mais qui derrière essayaient vraiment de savonner la planche. Et Pecco, il a été un petit peu aiguillé un petit peu dans cette voie-là par Rossi pendant un moment, et il a tout de suite balayer ça du revers de la main. C'est aussi un trait de caractère, parce que finalement j'ai l'impression qu'il veut s'imposer avec ses propres qualités et comme tu le disais, faire un petit peu abstraction de tout ce qui se fait autour, et on pourra le juger que sur lui-même. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Thomas, je te passe la parole, mais tu vois, j'ai l'impression qu'il tient à ce rôle d'être toujours dans les cordes propres et pas essayer de partir sur un terrain annexe comme on a pu le voir dans le passé. T'es un peu d'accord avec ça, Thomas? Oui, je suis d'accord. Après, je sais pas si Rossi avait essayé de l'engager sur ce terrain-là, j'en sais rien. À la limite, tu sais, il y a eu une polémique enfin pas une polémique, mais il y a eu quelques rumeurs en disant que par rapport à Marquez, tu sais, quand on a appris que Marquez allait signer chez Ducati, etc., et que ça c'est plutôt Rossi. Après, c'est les paroles. Oui, de voilà, Rossi, c'est ça. Mais Bagnaia avait un petit peu balayé tout ça en disant, moi, je suis sur mon truc, quoi. Ouais, après, moi, je suis plutôt dans le sens où, en fait, avant d'être des rivaux, c'est des pilotes qui ont partagé, enfin, ils sont rivaux, bien évidemment, mais c'est des pilotes qui se connaissent depuis le Moto3. Donc, il y a ce respect, ils se sont battus ensemble depuis des années, et ça a toujours été comme ça entre ces deux-là, pardon. Donc, du coup, je pense que cette rivalité, en tout cas, peut-être l'année prochaine, parce qu'ils seront sur des motos différentes, j'en sais rien. Peut-être qu'il y aura, on va dire, je sais pas, une jalousie sur le fait qu'il y en a un qui a une moto un petit peu inférieure. Mais là, aujourd'hui, sur des motos similaires, ils sont tous les deux à armes égales, et il n'y a jamais eu d'animosité. Et je pense que c'est justement ce respect qu'ils ont depuis des années qui font que aujourd'hui, ça fait une rivalité différente de celle qu'on a connue jusqu'à présent, quoi. Michel, toi qui as connu les rivalités du passé. Bah écoute, oui, non, mais ça n'a plus rien à voir. Après, par rapport à Rossi, évidemment que Pecco veut s'émanciper. Tous les jeunes pilotes, voilà, ils veulent tuer le père. Après, il y a un grand respect pour Rossi, il s'occupe d'eux, il leur a permis, ils sont hyper reconnaissants, parce que c'est vrai que la VR46 Academy, l'Orange, tout ça, ils ont tous profité de ces installations, de ces équipes pour progresser. Et ils en profitent encore aujourd'hui. Donc il y a une énorme reconnaissance envers Valentino. Maintenant, voilà, ils veulent s'émanciper. On leur a suffisamment dit que le jour où, quand Valentino s'arrêtait, le MotoGP n'existerait plus. C'est vrai qu'il y a eu une baisse d'audience générale qui est en train de remonter, voilà, parce qu'il a fallu tourner la page Rossi. Donc il y a ça. Et puis après, comme le dit Thomas, ils se connaissent depuis longtemps. Je pense que c'est une énorme aussi différence des rivalités dont on a parlé, que ce soit dans les années les pilotes américains ou c'est aujourd'hui les pilotes qui courent, là, déjà ils ont commencé beaucoup plus jeunes, ils se connaissent depuis qu'ils sont tout gamins, donc forcément ils ont commencé à courir ensemble, ils avaient 10 ans, 12 ans sur des pocket bikes, ils se connaissent depuis toujours. Donc il n'y a pas l'affrontement qui a pu y avoir avec des pilotes qui se rencontraient en étant déjà adultes, voilà, et qui débarquent voilà. À 18-20 ans, où là, forcément, on va montrer qu'on est le patron, on n'est pas copains. Là, voilà, ils sont amusés ensemble. Ils faisaient de la moto ensemble. Après, il y avait papa et maman qui leur faisaient des sandwichs, ils les mangeaient ensemble sur le bord du circuit. Ils ont dû jouer au foot. Enfin, bref, ils ont grandi ensemble. Donc, on ne peut pas attendre la même rivalité que des pilotes, encore une fois, qui sont connus en étant adultes et avec, voilà, et puis d'autres époques aussi. Donc, on peut pas comparer ces rivalités. Alors, c'est surtout après après même en parlant d'adultes, c'est juste aussi des questions de génération où il y a un nouveau qui débarque, qui remet on va dire la hiérarchie, qui bouleverse un peu la hiérarchie. À chaque fois, ça a été, si on prend Rossi Biaggi, Rossi est arrivé après en catégorie reine et il a mis à mal entre guillemets le statut qu'avait Biaggi de pilote italien numéro 1. Voilà. Exactement, numéro 1. Après, quand Marquez est arrivé face à Rossi, c'est un peu la même chose. C'est quand il y a des mecs qui arrivent un peu de nulle part, entre guillemets, qu'on voit pas trop arriver. Bon, même si on les voit y arriver, mais vous voyez ce que je veux dire. Oui, on les perçoit pas aussi fort tout de suite et forcément, ça dérange. Exactement. Mais je voulais juste dire un truc. Quand tu disais, Michel, il y a un pilote aujourd'hui qui, moi, fait penser beaucoup à Pecco, c'est Alonso en Moto3. Je pense que c'est un peu la même chose. C'est un mec super gentil sur la piste. Pas d'animosité en dehors ou même sur la piste. Par contre, c'est une machine, c'est un tueur.
Et je pense que c'est un pilote aussi qu'on pourrait retrouver qui est un peu pour moi de la même trempe que Pecco aujourd'hui. De toute façon, on va le suivre l'année prochaine en Moto 2, je dis pas de bêtises. Ah oui. Je pense qu'avec ce qu'il a gagné en Moto 3, je pense qu'on peut quand même passer en Moto 2 maintenant. Oui. Non, mais ça va donner tout de suite une nouvelle dimension au personnage. Tiens, puisqu'on parle de personnages, je voudrais qu'on s'attarde quand même sur Marc Marquez. Il finit 3e du championnat. Alors, même si, entre guillemets, pour lui, il disait que c'était pas l'objectif, comme on l'a expliqué dans nos nombreux débriefs, ce qu'il voulait, lui, c'était se rassurer sur son niveau, retrouver les avant-postes, se bagarrer, gagner. Il l'a fait à 3 reprises cette année. Comment il était hier au soir, maintenant que la saison s'est terminée? Il était plutôt, j'ai vu qu'il était arrivé à la soirée tout rayonnant et tout souriant. Il était plutôt comment dire, satisfait, on va dire, de cette saison. On le serait à moins, tu me diras, Michel. Oui. Comme il l'a dit, ça fait quelques courses maintenant que son objectif est rempli. Tu l'as dit, c'était se prouver qu'il pouvait encore gagner. Qui pouvait se battre devant, qui pouvait reprendre du plaisir aussi, parce que mine de rien, ça c'était hyper important, parce que c'est vrai qu'on l'a vu avec la banane toute l'année, c'est ce qui n'était pas le cas depuis sa blessure et sa chute à Jerez en 2020. Donc il a retrouvé le plaisir, il a retrouvé la gagne, et en plus il a récupéré une place dans l'équipe officielle et la meilleure moto du plateau pour la saison prochaine. Donc c'était ces 3 objectifs, ils sont atteints depuis un moment. Donc la fin de saison, pour lui, ça a été s'amuser. Je pense que hier, il était aussi très content d'offrir un dernier podium à l'équipe Grésini, qu'il a remercié en long, large et en travers, parce que c'est l'équipe qui lui a permis aussi de réaliser ses objectifs, de se retrouver lui-même, et comme il l'a dit, de se replonger dans une équipe animée par la passion. Il est revenu un petit peu aux sources de ce sport, et ça lui a fait un bien fou. Maintenant il sait qu'il a les armes. Je pense qu'il a l'intelligence, la maturité pour rentrer chez Ducati avec humilité. Il a répété que c'était le patron, c'était Pecco, que c'était la référence dans l'équipe, qu'il allait. Après évidemment c'est un discours, on sait très bien que la seule envie qu'il a c'est d'assassiner son coéquipier, mais ça c'est normal. Mais je pense que ça va être intéressant, à suivre cette rivalité. Ça va être le gros focus de la saison 2025, évidemment. Thomas, c'est ce que tu retiens aussi de la saison de Marquez, le plaisir retrouvé en fait après ces années de galère, la blessure, la Honda pas au niveau, le nombre de chutes phénoménales avec les conséquences physiques sur sa personne. C'est enfin ce plaisir de piloter et d'être dans une, comme le disait Michel, dans une, j'allais dire dans une famille. Oui, effectivement. Il y a un an pile, en Valence, quand déjà on voyait le sourire affiché sur son visage quand il est sorti de son premier run sur la Ducati. On savait que déjà ça laissait présager de bonnes choses cette saison, et en fait ça s'est confirmé. Donc il a mis un petit peu de temps, on va dire, à accéder à la victoire, à renouer avec la victoire. Après, une fois que mais bon, durant la saison, à partir de Jerez, je dirais, ça a été une saison, je vais pas dire parfaite, mais remarquable pour un passage sur Ducati, et la mission est accomplie. Je veux dire, là, il finit premier pilote sur une GP23. Premier des autres. Sur la 3e. Ouais. Après, on pourrait presque dire ça comme ça, en fait. Oui, mais il met deux Ducati officiels. Donc, je dis officiels, 2 GP24 derrière lui, quoi. Donc, si tu veux, il peut pas faire mieux que d'être derrière des pilotes officiels. Donc, et puis, et on a vu hier son team le prendre et l'amener sur le siège de Bastianini dans le box des Rouges. Donc, bon, effectivement, il y a le côté famille. Je pense qu'il est très content d'être dans ce team-là, et il a été très content d'être dans ce team-là. Maintenant, même son team n'hésite pas à le laisser partir et l'emmène physiquement jusqu'au box Ducati. Ouais, puis au final, si je me trompe pas, finalement, Pecco en a gagné 11, je parle des Grands Prix, Martin en a gagné 3, comme Marquez. Finalement, il fait aussi bien que Martin. Oui, mais sauf que lui, en fait, il a fait plus d'erreurs. Mais tu vois ce que je veux dire. On parlait de performance pure par rapport au GP24, etc. Il est dans l'absolu aussi performant que Martin. Oui, mais après, si tu prends même Bastianini, si tu veux, alors pas en termes de victoire, j'entends, mais en termes, par exemple, de course sprint, là, il a été d'une régularité
là pour le coup remarquable parce que je crois qu'il est depuis je sais plus, je crois que ça va être son septième sprint sur le podium. Donc pareil, toi en termes de régularité, Bastianini n'a pas non plus. Tu vois, c'est un peu le pendant entre d'un côté Pecco et Martin et Bastianini et Marquez. Tu vois, il y en a un qui va gagner peut-être un peu plus, mais l'autre un peu plus régulier, et donc c'est pour ça que ça s'est joué à 2 niveaux sur le championnat. Michel, un dernier mot sur Marquez. Est-ce que Oui. à un moment, on l'a dit, on a vu quand même l'an dernier des Valence qu'il avait retrouvé un petit peu ses sensations avec ses premiers essais, mais est-ce qu'à un moment, j'allais dire, il n'a pas douté, mais est-ce qu'il pensait que le cheminement serait peut-être plus long? Tu vois ce que je veux dire dans ce retour vers les avant-postes? Bon, Degérès, on a vu quand il s'est frotté à Bagnaia, mais est-ce qu'à un moment ou un autre, il a laissé peut-être supposer que ça serait plus compliqué que ce qu'il espérait? Non, je pense qu'il y a cru très vite. Après, ce qui est assez exceptionnel, c'est la vitesse à laquelle il s'est adapté, non seulement à la moto, mais aussi à un environnement de travail, à un système. Voilà, le fonctionnement de Ducati n'a rien à voir avec ce qu'il avait connu chez Honda pendant plus de 10 ans. Il s'est adapté de manière incroyable. Et d'ailleurs, c'est ce qui a convaincu Daligna qu'il fallait qu'il prenne, quoi. C'était quand il voit ce qu'il fait sur la moto avec le peu de kilomètres qu'il en avait. Voilà, Daligna est persuadé que ça reste aujourd'hui en termes de pilotage le meilleur. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Il va devoir, hier, on a posé la question à savoir comment il voyait un petit peu la suite, donc il va devoir encore changer parce que là, il n'amène pas son équipe. C'est-à-dire qu'il va bosser, il récupère le staff de Bagnaia, Rigamonti, le crew chief de Bastianini. Donc il va s'intégrer. Voilà, il s'assoit sur la moto de Bastianini, mais il récupère aussi les hommes qui sont autour. Mais il a dit, j'ai été capable de me séparer de sa famille Honda parce que la relation qu'il a, que ce soit avec Santi Hernandez, avec Carlos Lignan, avec Carlo Luzzi, les techniciens qui ont été avec lui pendant 10 ans chez Ducati, pour lui c'est des amis, il les voit toujours, ils sont toujours près de lui. J'ai appris un peu à comprendre leur relation en écrivant le livre que j'ai écrit, Eric, mais cette capacité qu'il a eue de s'adapter cette année, et il le dit, ça va me permettre, j'ai aucune appréhension de changer d'équipe aujourd'hui, voilà, je l'ai fait cette année, je vais le refaire, et je sais que maintenant, en plus j'ai des dates, l'équipe Ducati a des datas de ce que j'ai fait avec cette moto, ils savent, la capacité d'analyse chez Ducati de toutes les datas, elle est juste hallucinante. Thomas nous en dira plus peut-être, mais ils ont tout, ils le connaissent par cœur maintenant, ils savent ce qu'il fait sur la moto, comment il fait, etc. Donc il se fait aucun souci, il va piloter cette moto et les gens autour de lui, il a les meilleurs techniciens du paddock du MotoGP. Voilà, il se fait aucun souci, il est rassuré, il est tranquille, il est confiant. Donc je pense que ça va être intéressant déjà de voir demain, même si les conditions ne sont pas géniales à Barcelone en cette fin novembre, mais ça va être pas mal de voir ce qu'il va faire avec la moto demain avec la GP24. Thomas, comme le disait Michel, c'est 25, ouais. Oui, il sera sur la 25, oui, du coup. Ouais, mais il va rouler, et je pense qu'il va faire certainement un test entre la 24, puis passer sur la 25, peut-être. Non, je pense pas. Je pense que ça n'a pas. Enfin, moi, en tout cas, je vois pas pourquoi l'intérêt de faire ça, entre guillemets. Je pense que là, dire auto passer sur la 25, et ils ont très peu de temps, ils ont qu'une seule journée avant de se retrouver début février. Donc, pourquoi ils perdraient du temps demain, je pense. Et Thomas, justement, je voulais rebondir sur ce que disait Michel avec ce pôle un petit peu de data qui vient de partout, etc. Globalement, demain matin, quand il va arriver dans le box, la 2025, les techniciens, les nouveaux techniciens de Marquez, on peut s'exprimer comme ça, ils auront fait une moto qui lui correspond par rapport à tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont récupéré comme data sur la saison. En gros, ils sont capables de lui faire, entre guillemets, sa moto, non ? Ah oui, c'est sûr, mais surtout quand tu sais un peu ce que fait Ducati en termes de... Non, je sais pas, c'est toi qui vas nous le dire. Non, mais en termes d'utilisation d'intelligence artificielle, là j'ai appris en Malaisie qu'ils utilisaient les images de caméras embarquées pour voir la position du pilote sur la moto, la position derrière. Donc du coup, ils arrivent à faire des extrapolations, à faire des analyses de comportement du pilote et d'extrapoler avec l'intelligence artificielle. Donc après, si tu veux, même derrière, ils utilisent un logiciel qui est, Michel parlait de la gestion des pneus, qui est quand même aussi impressionnant de la part des Ducati. Ils ont un logiciel sur lequel ils ont travaillé depuis des années qui s'appelle Megaride. Si tu veux, ils ont derrière en coulisses, en termes de données, ils ont tout ce qu'il faut. Donc effectivement, ils ont un pôle de données avec 8 Ducati, ils en auront moins l'année prochaine. Ils ont tout ce qu'il faut autour de Marquez, mais ils ont aussi derrière
un pôle informatique de traitement des données impressionnant. Et donc, je pense que c'est ça aussi qui joue en faveur de Ducati, c'est que n'importe quel pilote qui monte sur une Ducati ils sont capables aujourd'hui de lui fournir un setup de base. Et voilà, on peut le voir notamment avec Iannone quand il est arrivé sur la Ducati en Malaisie en n'ayant fait aucun test. Il n'a pas été ridicule du tout. Ok. Alors, on va parler quand même un petit peu de nos deux pilotes français. On va dire que c'est à peu près le même cheminement, un début de saison difficile, et puis on va pas non plus sauter au plafond, mais une deuxième partie de saison un petit peu en amélioration. Fabio est dans les points, Johan également hier, même si on attendait peut-être un petit peu plus avec son 4e temps du vendredi après-midi pour Johan. Vous les avez un petit peu croisés hier. Dans quel état d'esprit ils étaient? Satisfaits que ça se termine et pressés de se projeter sur 2025, j'imagine, non? Bah, écoute, ils sont pas dans les mêmes dispositions d'esprit l'un et l'autre. Déjà, ça s'est pas fini. Pour Johan, pour les deux, ça se finit sur une déception parce qu'ils attendaient, ils attendaient mieux de ce dernier Grand Prix. Voilà, tu l'as dit, parce que Johan avait fait une bonne première journée, donc il était plutôt, il avait envie il pensait pouvoir faire un coup, mais il s'est trompé hier, il a pas pris le bon pneu, il a opté pour le dur, c'était pas le bon choix. Quant à Fabio, ils ont eu les progrès qui avaient été accomplis sur les dernières courses outre-mer, ils sont pas confirmés ici parce que la piste, on l'a dit, c'est une patinoire et leur principal problème sur la Yamaha aujourd'hui, c'est justement le manque de grip, donc il est en grande difficulté. Néanmoins, il fait une très belle course, il s'est encore battu, Fabio, donc je pense que voilà, franchement, il baisse pas les bras. Voilà, on peut des fois le trouver un peu désinvolte dans ses propos, mais sur la piste, ça reste un guerrier, ça reste voilà, pour moi un des 5 meilleurs pilotes du moment. Donc bon, on va pas refaire le monde, mais voilà, il doit faire avec ce qu'il a. Donc qu'est-ce que demain, voilà, eux ils sont déjà tournés à demain, mais a priori il y a pas de grosses révolutions à attendre. Enfin, s'il y a un nouveau moteur, mais toujours le 4 en ligne, parce que le V4 il va avant de rouler, avant que les deux pilotes officiels montent dessus, il va y avoir Crutchlow et Fernandez qui va rouler avec, Fernandez aussi, puisqu'il devient pilote de test. Donc voilà, on va pas. De toute façon, ce moteur il sera pas introduit l'année prochaine, donc ça sera encore. En gros, la moto qu'ils ont cette année, ça sera une évolution l'année prochaine. Donc après, c'est des détails. Quand on voit, là, on dit oui, ils sont au fond du trou. C'est vrai qu'ils sont au fond du trou, mais c'est pas si loin que ça finalement. C'est pareil pour Johan. Johan, il perd sur les 2 premiers tours. Il part mal. Il est loin sur la grille et le premier tour est compliqué. Donc il peut perdre 4 secondes sur les 2 premiers tours, voire 5, et après n'en perdre que 7 sur les 20 suivants. Donc tout n'est pas, c'est pas si loin que ça. Peut-être il suffirait de pas grand-chose, on va dire, pour qu'il passe un step et se retrouve à se battre pour un top 6. Ouais, parce que même en sprint de mémoire, je crois que Johan, il fait en fin de sprint, il est dans les mêmes temps que les premiers. Alors c'est certain, comme tu le disais en tout début d'émission, Michel, les conditions météo étaient pas celles qu'on avait eues un peu plus tôt, mais globalement, à l'instant T, il était aussi rapide que les premiers. Donc comme tu le dis, je pense que pour Johan, en tout cas, ce qu'il pénalise, c'est ses débuts de course et ses départs. Alors je sais pas si ça vient de l'électronique ou pas, mais clairement à chaque fois, il a du mal à se mettre en action, quoi. Il profite jamais, dès qu'il fait une bonne qualif, il profite jamais de cette position sur la grille, parce que ses départs, j'allais dire c'est catastrophique, c'est un peu facile de dire ça, mais c'est compliqué en tout cas. Bah oui, c'est ce que je disais, c'est hyper sur les débuts de course, et lui coûte énormément. Donc aujourd'hui, tout est tellement serré, même, ouais, comme disait Thomas, chez Ducati, tout est étudié, donc les départs, ils sont calculés au millième de seconde. Donc moi, ce qui est impressionnant chez Ducati, et leur domination, évidemment, elle vient de là, c'est la somme de travail de personnes qui sont engagées dans ce projet, quoi. Je veux dire, comment les Italiens, ils ont formé des batteries d'ingénieurs hyper jeunes, hyper motivés, les mecs qui bossent jour et nuit. Donc c'est ça qui fait la différence. Quand on voit les Japonais travailler, c'est pas du tout, ils sont pas du tout dans le même esprit, quoi. Il y a une rigueur, voilà, une rigueur qu'on connaît dans les produits qu'ils sont capables de fabriquer, mais après on a l'impression que
Ils sont plus à la. Ils tournent pas avec ils ont pas le même processeur, quoi. Ouais. J'allais dire, ils sont plus à la page. C'est peut-être un peu sévère, mais je pense qu'il y a un peu de ça qui est vrai, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, Thomas, il y a la partie qu'on voit sur la piste, qui peut être la partie extérieure de l'iceberg, mais en dessous, il y a des forces vives qui visiblement manquent aux Japonais aujourd'hui. C'est ça, en gros, Thomas, ce qu'on peut dire. Oui, on peut dire ça. Après, je sais pas en détail. Je sais que maintenant, en fait, si tu veux, c'est marrant de voir que le logiciel qui existe depuis des années, ou en tout cas qu'ils ont développé en collaboration avec une université en Italie pour la gestion des pneus, maintenant il y a d'autres constructeurs qui commencent. Bon, j'imagine que KTM a déjà ça, mais d'autres constructeurs japonais, je crois que Yamaha commence à y travailler mais juste que très récemment, en fait. Si tu veux. Là, tu te dis qu'en fait, à la fois sur l'aéro, sur le moteur, on va passer au V4, mais depuis combien d'années on en parle de cette évolution potentielle, parce que c'était les seuls à être 4 cylindres en ligne. Donc, si tu veux, il y a toujours ce petit retard, et voilà, maintenant ils accusent un petit peu le coup. Après, je voulais juste revenir sur Yamaha et Honda. En fait, ils sont dans des dispositions un peu différentes des constructeurs actuels, des autres constructeurs, Ducati, Aprilia ou KTM, parce qu'ils ont des concessions. Donc cette année, ça a été des évolutions toute la saison. C'est pas comme s'ils allaient récupérer une nouvelle moto demain au test. Ils sont plutôt dans la continuité, là, vraiment dans le développement continu d'une nouvelle moto ou d'un nouveau projet. Voilà. Donc, c'est un peu différent des années précédentes où à chaque année, ils étaient obligés d'attendre la fin de saison, ou en tout cas d'attendre les tests pour avoir des évolutions et qu'on voit ou pas si ça fonctionne. Là, si tu veux, c'est comme disait hier Fabio, il n'y a pas de gros espoirs sur ce qu'il y a demain, mais c'est parce que le développement continue ou a été entamé depuis le début de la saison. C'est vraiment un développement continu. Donc c'est un peu différent, c'est une philosophie différente de Ducati qui demain va arriver avec une GP25 que Pecco ou les autres pilotes, que Pecco, juste lui, je pense d'ailleurs, a dû tester juste à Misano cette année, mais c'est tout. Ouais, c'est ce que disait Pirot, il est déjà ravi du nouveau cadre et ils ont trouvé quelque chose qui fonctionne parfaitement, d'après ce que disait Pirot. Après, j'ai pas suivi ce qu'il a dit, mais j'imagine. De toute façon, Pirot, il fait. Oui. Comme ils n'ont plus le droit au wildcard, excuse-moi Michel, je finis. Comme ils n'ont plus le droit au wildcard, Ducati, du coup, Pirot, il fait des ronds, il fait des tests avec Ducati, et c'est sûr qu'il roule à Jerez, il roule à Misano, il roule au Mugello, il roule un peu partout. Donc là, je pense que la GP25 est affûtée. Michel. Oui, le châssis dont tu parlais, Pirot, Bagnaia l'a essayé à Misano, il était dithyrambique, puisque d'ailleurs il en a parlé, il aurait aimé l'avoir pour la fin de saison, mais il a dit de toute façon, comme il ne pouvait pas y en avoir pour tous les pilotes de la GP24, il ne serait pas utilisé, mais il a vu tout de suite une grosse différence. Pour en revenir 2 minutes sur les Japonais, moi je pense que notamment chez Honda, ce qui manque, c'est aujourd'hui, c'est un leader technique. Parce que chez Ducati, on parle de l'armada d'ingénieurs, du travail de formation aussi qui est fait dans les universités en Italie, notamment, je crois que c'est l'université électronique je crois que c'est à Padoue. C'est ça. Voilà, c'est aujourd'hui tous les top ingénieurs électroniques qui sortent de là, d'Italie, et ils sont ensuite après dispatchés, que ce soit même en F1, il y en a beaucoup. Bon bref, chez Ducati, il y a D'Aligna. Chez Honda, il y a on ne sait pas. Albesiano bientôt, quoi. Non, mais Albesiano, le problème, chez Yamaha, ils ont aussi pris des Italiens. Oui, ça fonctionne pas. Bartolini, il était pris. Ils avaient pris Marmorini pour le moteur avant. Mais quel est le pouvoir de ces Italiens? Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est ça. Ouais. Japonais. Je veux dire, encore une fois, je ne veux pas qu'on m'accuse de faire du racisme anti-japonais, mais on connaît la mentalité japonaise. C'est quand même un pays très, très fier, plutôt replié sur lui-même. L'histoire le montre. Accepter aujourd'hui que ça soit un Italien qui leur explique comment ça marche, moi j'ai du mal à y croire. Ouais. Voilà. D'ailleurs, on sait que l'an dernier, D'Aligna avait été quand même sollicité. Il y a eu des discussions entre Honda et D'Aligna, avec évidemment une grosse offre financière, puisqu'on sait qu'Honda c'est quand même le premier constructeur mondial, donc il y a des moyens. Il y a eu des discussions, mais elles ont mené à rien, parce que D'Aligna il était prêt, évidemment. Pour lui, ça serait le challenge ultime, d'aller, après avoir remis Ducati sur pied et en avoir fait la machine de guerre qu'elle est aujourd'hui, se dire allez, je vais aider Honda. Ça serait une fin de carrière incroyable. Mais évidemment, on lui a dit que s'il venait, il n'aurait pas les pleins pouvoirs. Donc
Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est aujourd'hui, c'est un leader parce que la force aussi de Dalinga, au-delà de son intelligence et de sa ruse, la manière dont il exploite les règlements, dont il a aussi cette capacité à fédérer et puis à choisir, à donner, voilà, à faire confiance à des personnes compétentes. Et d'ailleurs aujourd'hui, bah voilà, ceux qui ont été choisis chez Yamaha, Bartolini, c'est un ancien bras droit d'Alina. Albesiano, il a été aussi formé par lui à l'époque Aprilia. Sterlachini, qui était chez KTM et maintenant qui se retrouve, qui va remplacer Albesiano chez Aprilia, lui aussi a été bras droit d'Alina. Donc c'est aussi quelqu'un qui sait repérer les compétences. Et je pense que voilà, c'est un leader comme ça, c'est précieux, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Bon, on va voir évidemment ce que l'avenir nous réservera. Juste comme on arrive sur le terme de l'émission, je voudrais qu'on se prête à un petit jeu rapide, messieurs. Juste une notation par rapport aux différentes marques et aux différentes équipes. Si je vous dis Aprilia sur cette saison, sans trop développer, quelle note vous mettriez à Aprilia, que ça soit le team officiel ou Trackhouse qui était le team satellite? Si vous deviez noter la saison d'Aprilia, vous metteriez quelle note, Michel? Bah écoute, je vais mettre 5 parce qu'il y a eu la victoire de Vinales aussi, mais sinon c'est quand même une grosse déception en termes de résultats. Et puis voilà, on voit aussi que c'est une équipe qui est un peu en train d'éclater. Albesiano va sur Honda, Aleix Espargaro et Jiménez aussi. Rivola est sur la sellette. Apparemment, on a un peu des griefs contre lui. Et je pense qu'il va pas rester, d'autant qu'il serait pressenti pour prendre, si le rachat de la Dorna par Liberty se concrétise, ce qui est d'ailleurs toujours pas fait. Il y a des chances qu'il prenne des fonctions. Parce que voilà, Rivola, c'est un proche de Stefano Domenicali, hein, qui est aujourd'hui à la tête de la F1 pour Liberty. Et on sait que Stefano Domenicali a déjà glissé son nom auprès des Américains pour faire de lui un peu son équivalent à la tête de la moto. Donc, bon, c'est un autre sujet, on aura l'occasion d'en parler peut-être durant l'hiver. C'est pas très rassurant pour Martin, tout ça, par contre. Pour revenir à Aprilia, il y a quand même non seulement des résultats pas terribles, le team Trackhouse c'est hyper décevant, quoi. Il n'y a pas de progression. C'est pareil, la gestion elle est un peu chaotique à l'intérieur du team. Zienberg a été écarté. Enfin voilà, globalement, allez, je mets 5 parce que Vinales a gagné le Grand Prix des Amériques. Thomas, ta note? Donc ouais, je mettrais la même pour les mêmes raisons, mais après c'est surtout parce que par rapport à la saison qu'ils ont fait la saison dernière, tu dis qu'il y a là du coup il n'y a même pas eu de confirmation en fait de ce qui s'est passé. Voilà, après je vais pas revenir sur les détails que Michel a déjà avancé, mais c'est vrai que c'est surprenant de voir qu'il y a eu ce passage à vide cette saison. Ils sont passés à côté de cette saison 2000. Cette victoire, oui, ils ont interrompu. Ils ont mis un terme justement à l'hégémonie Ducati juste à Austin grâce à Vignales. Mais sinon, hormis ce fait d'armes, il y a rien d'autre. Ouais, pas de progression. Ouais. On passe à KTM et GasGas. On va englober les deux, hein, puisqu'on sait que ce sont de toute façon les mêmes machines. Ta note, Michel? Je vais laisser Thomas parce que sinon. Ah oui, t'as raison. On va pas influencer Thomas. Tu as raison. Parfait. Vas-y, Thomas. Alors c'est compliqué parce que si on devait mettre une note à KTM d'une façon générale. T'as vu comment il t'a refilé la patate chaude, Michel, quand même? C'est clair. Non, mais moi j'ai ma réponse. Hein. Non, mais donc on raisonne globalement. Hein. On sait que les KTM et les GasGas c'est les mêmes, donc vas-y, Thomas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que globalement, si on parle KTM, GasGas, je mettrais une note de 6, un peu supérieure à Aprilia. Mais je voudrais juste quand même dire que au sein du giron KTM GasGas, il y a eu quand même, on va dire, une perle rare une perle rare. C'est Pedro Acosta. Et sans lui, on n'aurait que des podiums Ducati. Donc voilà, depuis Jerez, c'était soit Ducati, soit lui sur le podium. Donc voilà, on pourrait lui mettre une note supérieure, un peu, j'imagine, comme on pourrait mettre à Fabio chez Yamaha, par exemple, ou Johan, c'est chez Honda. Après, voilà, pareil, ils se sont, pas de confirmation cette saison. Je crois qu'ils ont qu'un seul podium grâce à Binder. Pardon, je parle du team officiel. Après, ensuite, on a Acosta qui en a fait 5, je crois. Et aussi, pareil, des changements dans la gestion, c'est-à-dire qu'ils se sont séparés de
et moi Michel Sterlachini, hein, c'est ça? Sterlachini, ouais. C'est ça. Ils se sont séparés de Sterlachini en juillet, je crois que c'était aux alentours du Grand Prix d'Allemagne. Donc voilà, ils se cherchent, ils ont voulu revenir plutôt dans une politique autrichienne, d'écarter un peu pareil, pour d'écarter les Italiens, et donc forcément, voilà, on voit qu'ils se cherchent, et la KTM, pareil, a peine à progresser cette saison. Donc voilà, si c'est parce qu'ils ont fait quelques podiums et qu'ils ont fait quelques coups d'éclat, mais sinon c'est pas pareil, c'est pas une confirmation qu'on attendait. Michel? Ouais, mais écoute, moi je mets 5. Je mets 5 comme pour Aprilia parce que, alors effectivement, il y a plus de. Costa a été l'arbre qui a caché la forêt. Il a fait des podiums, il n'y a pas de victoire. Donc voilà, Vinales, il gagne chez Aprilia. Je ne peux pas mettre plus à KTM qui n'a pas gagné un Grand Prix. Et puis après, voilà, comme l'a dit aussi Thomas, la gestion du incompréhensible du service course, quoi. Ils ont en 2021, ils recrutent, ils vont chercher ils dépouillent Ducati de personnes importantes qui commencent à reconstruire un truc avec des résultats probants, puisque quand même on a vu la moto qui a progressé sur les dernières années. Et puis là, comme ils trouvent que ça va passer vite, ils virent tout le monde et ils reviennent avec les mêmes personnes. C'est même pas, ils virent pas tout le monde pour prendre des nouvelles. En se disant on a besoin de nouvelles idées, non, ils reviennent avec ceux qui ont lancé le projet en 2016-2017. Donc on a du mal un peu à comprendre comment fonctionnent les Autrichiens sur des coups de tête et on a l'impression que c'est pas construit. Après c'est pareil, à voir pourquoi ils ont re-signé si tôt et c'est pour un contrat si long Binder. Voilà, est-ce qu'il n'y avait pas mieux à faire donc aller chercher là, ils ont pris Vinales. Bon, moi, je sais pas, il y avait peut-être mieux à faire. Bassani, une belle recrue. Mais voilà, enfin, globalement, je mets 5 parce que décemment, on ne peut pas mettre plus que pour Aprilia. Et puis, on perd pas aussi de vue qu'il y a quand même des gros problèmes financiers autour de KTM et ça pourrait peut-être affecter la saison prochaine, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup d'argent qui manque, on va dire. Allez, on enchaîne avec la note suivante. On va commencer par les Japonais. Allez, on va commencer par Yamaha. Thomas? Ouais, là, encore une fois, c'est. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Tu me prends de court. Je dirais, est-ce qu'on peut leur donner la moyenne pour les efforts effectués, peut-être? Ouais. C'est élève en progrès. On pourrait mettre ça sur un bulletin de notes. Élève en progrès. C'est difficile de juger une saison globale sachant qu'ils ont fait des efforts, mais que les résultats, encore une fois, ne sont pas là. Voilà, il y a du travail qui a fait, il y a une philosophie de travail qui a été adoptée, une nouvelle philosophie de travail qui a été adoptée, des nouveautés qui vont arriver, notamment un V4 qui est en cours de préparation. Donc il y a pas mal de choses, mais en termes de résultats purs sur cette saison, ça reste 4. Il n'y a pas eu un seul podium, alors que sur les saisons précédentes, il y a eu au moins un podium de Fabio. Donc voilà. On peut difficilement mettre mieux en termes de purs résultats sportifs. Voilà, après, si on note le reste. Ouais, après, on peut dire aussi que Fabio a quasiment fait la saison tout seul, hein, puisque Rins, malheureusement, traîne encore un peu, pas encore un peu, même beaucoup sa blessure, et que on peut dire aussi élève en progrès, se donne les moyens, parce que l'année prochaine, enfin, il y aura une deuxième structure, il y aura Pramac. Donc, Michel, sans se projeter par rapport à ce que je viens de dire sur Pramac la saison prochaine, déjà, la note pour 2024, tu mettrais 4 comme Thomas? Non, mais écoute, je vais mettre 5 aussi. Je suis un enseignant sympa qui encourage ses élèves. Non, je mets 5 parce que je mets 5 grâce à Jarvis qui va passer la main à Paolo Pavesio là et parce qu'il a réussi déjà à prolonger le contrat de Fabio, donc garder l'un des meilleurs pilotes avec une des moins bonnes motos, c'était voilà, pour le patron de Yamaha Motor Racing, c'est un joli coup. Et puis aussi, voilà, parce qu'il est allé, il a enfin réussi à récupérer une deuxième équipe pour avoir 4 motos l'année prochaine. Et quelle équipe, puisque c'est l'équipe Pramac qui est de loin la meilleure équipe indépendante du plateau. Donc ça, c'est un joli coup. Après, voilà, il y a des choses aussi, comme a dit Thomas, qui ont été mises en place avec déjà Bartolini, Marmorini, qui travaille sur le moteur depuis un moment. Donc voilà, il y a un nouveau projet qui est en route. Effectivement, on aimerait que ça aille plus vite, mais voilà, on verra avec un peu plus de pilotes. C'est vrai que Fabio est seul à porter tout ça à bout de bras en termes de pilotes. Rins a vraiment du mal, il freine la patte, comme tu l'as dit.
Voilà, on va voir ce que. Après, bon, le choix d'Oliveira et de Miller, je suis un peu sceptique. Je vois pas trop. J'ai l'impression que les deux, un peu pour les mêmes raisons, quoi. Je sais pas si c'est leur statut de père de famille, mais tous les deux, ils ont quand même. On les sent plus trop motivés, quoi. Donc, je sais pas quelle motivation ils vont avoir à rouler avec une moto moins performante que celle qu'ils avaient jusqu'à présent. Ça sera peut-être du test grandeur nature, on va dire, non? Ils vont peut-être s'en servir comme ça pour l'instant. Ouais, peut-être, on verra. Je vais pas juger, on va pas les accuser de mots qu'ils n'ont pas encore commis, mais c'est vrai que c'est un peu bon. Après, c'est vrai que c'est difficile aussi d'attirer des pilotes avec du matériel moins performant. Du matériel on sait qu'il va pas être performant tout de suite, donc c'est pas facile. Mais bon, voilà, pour revenir à la note, allez, encore un 5. Bon, alors justement, on va te garder pour la note de Honda. C'est toi qui vas lancer la note, Michel. Honda, qu'est-ce qu'on peut en dire? Ouais, je vais avoir du mal à mettre la moyenne, même si j'aime beaucoup mon petit Jojo. Il va pas suffire dans le paquet là, pour s'en sortir. Non, un petit 4, allez, parce que Jojo, voilà, parce que le team LCR qui fait le boulot, quoi. Après, le team officiel, c'est quand même la cata, on va pas se mentir. Ouais, je pense que si on enlève Johan dans l'équation, c'est 2, quoi. Ouais, c'est les 2,5. Non, mais bon, plus sérieusement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais voilà, comme je disais tout à l'heure, il manque un leader technique. Quand t'entends Bradle qui dit, en fait, il y a tout le temps plein de trucs à essayer, mais c'est comme si on avait un gros tamis, on met tout dedans, on secoue, et puis on attend qu'il y ait le morceau le bout d'or qui tombe. Mais pour l'instant, il est toujours pas tombé. Donc en fait, ils cherchent, mais ils savent pas comment ni où. Et on a l'impression qu'il y a énormément de choses qui sont faites, mais il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de leader. C'est ce que j'en parlais avec Christophe Bourguignon hier soir. Il me disait en fait, le problème, c'est qu'il manque une méthode dans la manière dont on va travailler, faire des essais, essayer développer quelque chose. Là, ça part dans tous les sens. Et voilà, je pense que c'est aussi la grosse différence aujourd'hui entre un constructeur comme Ducati qui a mis en place des méthodes, des outils de travail, de développement, de simulation, d'interprétation. Les Japonais, c'est encore l'impression que c'est un peu l'ancienne, quoi. Thomas, ta note pour Honda? Alors là, je vais mettre 5. Je vais mettre la moyenne parce que justement, je pense qu'il y a eu. J'ai l'impression que c'est vraiment une impression, hein, mais je pense qu'il y a eu une évolution beaucoup plus, on va dire, un peu plus flagrante. Alors encore une fois, c'est Johan, pardon, qui porte ce projet, mais je pense que qu'il y a eu une plus nette évolution de la part de Honda, vraiment à partir de Misano. Et effectivement, ça s'est pas concrétisé comme Michel le disait tout à l'heure dans ce dernier Grand Prix pour les raisons qu'on a évoquées, mais je pense que cette évolution est beaucoup plus nette. Après, tout le crédit est à mettre comment on dit, tout le crédit est à mettre à LCR, à l'actif à l'actif d'LCR, pardon, parce que c'est eux qui ont fait vraiment le job chez Honda. Parce que si on regarde le classement des équipes, le team Repsol Honda est dernier, quoi. Ouais. Donc avec moins du double moins par 2, moitié, plus que par 2. Ouais, c'est ça. Donc si tu veux, c'est voilà. Et donc on sait qu'il y a un nouveau, on en parlait encore tout à l'heure, on sait qu'il y a Romano Albesiano qui va arriver, on sait qu'il y a Aleix Espargaro qui va arriver, on sait qu'il y a Antonio Jiménez aussi qui va arriver et qui va accompagner Aleix Espargaro qui a aussi une certaine expérience. Donc tout ça peut amener, ou en tout cas donner un coup de boost au projet la saison prochaine. Maintenant, encore une fois, il y a cette inertie qui fait que maintenant, les Ducati sont de plus en plus difficiles à rattraper parce que c'est que quelques dixièmes à gratter, quoi. Et ça se joue pas à des gros écarts. Donc, c'est vraiment le plus compliqué. C'est là aujourd'hui, que ça doit se faire, quoi. Et puis, dernière note et dernière marque, et là, ça va pas forcément être trop compliqué, c'est Ducati. Alors, si on veut différencier les différents teams, on peut peut-être nuancer. Mais Michel, quelle note tu mettrais à Ducati? Écoute, moi j'aurais mis 10, mais je vais mettre moins parce que la gestion du choix du pilote officiel pour 2025 a laissé à désirer. Et après, quoi qu'on pense du choix de Marquez, au-delà de ça, c'est la façon dont ça a été fait, quoi. Ça n'a pas été très clair. Il y a eu des hésitations. Alors après, les hésitations, elles étaient normales, mais au final, il y a un coût. Marquez, c'est un coup, c'est la perte de Pramac, c'est 2 motos de moins. Donc ça, voilà, allez, je vais mettre 9. Thomas?
Ouais, bah, on peut pas dire qu'ils aient fait une saison parfaite, donc on va mettre 9, mais moi je vais parler plutôt chiffres parce que c'est plutôt ma spécialité, on va dire. Donc ils n'ont pas fait carton plein, tout simplement parce qu'il y a Vignales qui a réussi à mettre un terme à Austin, mais surtout parce qu'il y a eu quelques podiums qui n'ont pas été 100% occupés par des Ducati, pardon. Mais non, après ça reste une saison parfaite, hein. Ils ont battu tous les records, encore une fois, le nombre de podiums d'un même constructeur sur une même saison, le nombre de victoires. Là, ils sont sur une série de 17 victoires consécutives. Ouais. Voilà, je veux dire, on met 9 parce que voilà, une saison parfaite, c'est existé par le passé. Ils n'ont pas fait une saison parfaite, donc on est obligé de mettre un petit peu moins, mais c'est juste parce que je chipote un petit peu, quoi. Voilà. Ouais. Juste de mon point de vue, une petite déception par contre pour la VR46. Je pensais que ça serait plus performant. Bezzecchi avait montré de belles choses l'an dernier. On sait, hein, dans les débriefs, on l'a dit, il a eu du mal à s'adapter à cette nouvelle machine, enfin à la 23, hein, la GP23. VR46 un peu en retrait, je trouve, non? Vous êtes d'accord avec moi? Ben, oui. Enfin, oui, parce que c'est Bezzecchi qui a été décevant. Après, voilà, tu l'as dit, l'introduction du nouveau pneu Michelin, il a posé des gros problèmes. Il n'arrivait plus, enfin, il a une moto, il n'arrivait pas à la faire tourner, il n'arrivait pas à freiner. C'est un gros freineur, il n'a pas pu exploiter ça. Et du coup, il s'est retrouvé en difficulté, il a perdu confiance. Le team s'est aussi un peu perdu dans les réglages et on a eu du mal à l'aider à trouver des solutions. Donc, le début de saison a été vraiment difficile. À côté de ça, Dija, il était plutôt pas mal et malheureusement, il s'est blessé en Autriche. Donc bon, c'était pas si mal que ça. Et après, il récupère la place de Pramac l'année prochaine. Donc ils s'en sortent plutôt bien. Mais bon, c'est vrai qu'après la belle saison de Bezzecchi qui termine 3e du championnat et qui gagne 2 Grands Prix, je crois, forcément c'est beaucoup moins bien, quoi. Mais bon, enfin, voilà. Et puis il y a eu le team Gresini qui a fait partie de l'ombre. Donc ouais, c'est clair que ça a été, disons, le canard boiteux de la famille Ducati cette année, quoi. Bon, en tout cas, on aura quand même vécu une très 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 belle saison et une saison qui s'est terminée ce week-end avec un très beau champion, hein, Jorge Martin. On le disait, Thomas, juste pour la dernière petite statistique de la saison 2024, premier pilote indépendant de l'ère MotoGP, et ils sont que très peu de pilotes indépendants à s'être imposés dans l'histoire des Grands Prix, on va dire. Exactement. Après, voilà, mais on peut chipoter parce que ça fait 2 jours qu'on en parle avec Michel, mais enfin une journée qu'on en parle avec Michel. Oui, après, le statut de pilote indépendant, on peut le retrouver par le passé. Donc, le premier pilote indépendant, ce statut-là, on va dire, c'était Kenny Roberts en 78. Son premier titre, ça a été sur une Yamaha. Comment on appelle ça, une Yamaha États-Unis, j'ai trouvé pas le mot là pour le coup. Et ensuite, après, il est passé dans un team officiel. Et après, là, Michel, faut que tu mettes pour les dates. À chaque fois, je confonds toujours. C'est entre Lucchinelli et Uncini, lequel est le premier, lequel est le deuxième. Bon, enfin, c'était à l'époque des 500. Lucchinelli en 81, Uncini en 82. Ouais, c'est ça. Donc ces deux pilotes-là aussi, pareil, étaient des pilotes de statut indépendant. Et ensuite, le dernier avant Rossi en 2001, c'était Eddie Lawson en 89 sur la Honda Kanemoto. Voilà. Donc c'est arrivé très peu dans l'histoire. Mais encore une fois, au sens propre du terme, je pense qu'on peut s'arrêter à Lawson. Avant, c'était plus compliqué. Le statut d'usine était moins clair, moins évident. Et voilà. Donc oui, c'est très rare. Donc voilà, en tout cas, Jorge Martin, un très beau champion du monde qu'on aura hâte de retrouver dès demain, d'ailleurs, sur sa nouvelle machine, sur l'Aprilia. Alors, je suis sûr qu'au fond de lui, il a dû se dire, il a oublié. Non, je n'ai pas oublié, Michel, parce qu'on va vous permettre de commenter sur le fil des commentaires de cette émission. Et parmi les commentaires, eh bien, on va tirer 3 commentaires au sort qui nous sembleront les plus appropriés, ou en tout cas les plus pertinents. Et Michel vous fait ce cadeau. Il vous offre 3 livres de Marc Marquez, la dernière publication de Michel. Donc, n'hésitez pas à commenter. Et 3 d'entre vous recevront très prochainement le livre. Rappelle-moi le titre, Michel, il m'échappe. L'amour du risque, mon L'amour du risque, voilà. Alors, c'est pas Jonathan et Jennifer, c'est bien Marc Marquez, hein, on est d'accord là-dessus. Voilà. En tout cas, 1000 merci, messieurs. Merci, Michel. Merci, Thomas. Bon courage pour demain, hein, pour les tests pré-2025. Nous, on va vous quitter. On remercie nos partenaires. Vous l'avez vu, là, c'est notre partenaire Long Lap, hein, qui vous a fait gagner les tracés tout au long de la saison. Je voudrais également remercier pour l'habillage
montage du studio, eh bien, Shoei et Char qui nous avaient passé des casques réplica, voire même des casques pilotes. Laurent Herman pour les illustrations et les aquarelles donc de Pecco Bagnaia et de Fabio Quartararo, pardon. Et puis bien évidemment nos partenaires que sont FMA et Envie de rouler qui nous ont permis de réaliser cette émission. Puis je vais lui demander de me rejoindre rapidement. C'est de vous remercier également Adrian qui a œuvré toute la saison à la technique. Alors c'est vrai qu'on le voit pas beaucoup, mais sans lui, eh bien vous nous verriez pas du tout. Voilà, donc Adrian qui a œuvré toute la saison. Voilà, merci Michel, merci Thomas. Et puis Tollback GP, ça ne s'arrête pas pendant l'intersaison parce que on réfléchit à vous proposer quelques petits sujets durant la période creuse. Et d'ailleurs, on vous donne rendez-vous dès lundi prochain parce qu'on vous proposera une émission spéciale sur le titre de champion du monde du CERT, c'est-à-dire le Suzuki Endurance Racing Team, donc le Yoshimura CERT Motul. On est allé dans les locaux du CERT, on a rencontré Étienne Masson, Greg Black et tous les acteurs de la structure de Damien Saulnier et on vous donne rendez-vous lundi prochain, mais on aura peut-être une surprise avant la fin de la semaine. On va y revenir, restez connectés sur nos réseaux. Voilà, 1000 merci, c'est comme ça que se termine la saison 2024. Jorge Martin, champion du monde MotoGP. Merci Thomas, merci Michel et à très vite pour de prochaines aventures. Merci à vous.